ce temps plus repère biographique avec Pierrot. Oui, bon. Alors moi, bon, je suis un peu comme Janie, ma mère était chanteuse, et toute la famille de ma mère était chanteuse, mais ça je ne le savais pas, puisque les autres, pour des raisons familiales, de perte d'enfants et tout, faisaient le blocus. Et il n'y a que ma mère qui chantait, et très très belle voix, et je chantais toutes les chansons qu'on entendait à la radio, tu vois. J'allais au Chant des Vaches, je chantais, les gens m'entendaient chanter à 4 km, j'avais toujours une voix tonitruante, mais c'est pas pour me vanter, c'était comme ça. Et très vite, quand je suis arrivé à l'école normale, où j'ai croisé Janie, on va se retrouver. Et quand je me suis retrouvé à l'école normale de Poitiers, et là j'ai rencontré un musicien, un prof de musique qui m'a donné des cours de musique classique, chanteur classique et tout. Faire des concerts, bon, évidemment ça développe encore plus la voix, on apprend des techniques, et c'est là que, à l'école normale, en fin de carrière, Janie est venue à Poitiers, et j'ai rencontré Janie qui faisait des relevés de bande, parce que j'habitais dans une chambre, et Janie habitait dans la chambre ici. Voilà. Et un jour, on discute, et Janie me dit, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, ben, je suis en train de relever des bandes, tu vois. Bon, toc, tu vois. L'année d'après, je me retrouve à Chauvigny, et là, je rencontre Pierrot, qui venait faire un petit concert guitare, et puis chanter 2-3 chansons populaires. C'est rigolo, quoi, tu vois. Et moi, à cette époque-là, j'avais formé un petit groupe au collège sur le chanson américaine, tu vois, folk américain. Ouais. Et pendant ce temps, à Cherves, j'allais toujours à Cherves, et à Cherves, il y avait un curé, un instit. L'instit faisait du basket, et le curé faisait du théâtre. Et on jouait des pièces de théâtre en langue locale, quoi. On les inventait. Ça plaisait pas beaucoup au curé, parce qu'on disait des gros mots. Mais bon, et puis le curé, en 69, est parti, et l'instit est parti. Plus rien à Cherves. Et là, il y avait Alain Meunier. Vous avez connu Alain Meunier, vous vous rappelez peut-être, qui est prof à la fac, et qui a dit, il faut faire quelque chose. J'ai dit, ouais. Et alors moi, bon, comme j'étais à Chauvigny, c'était loin, et Alain a rencontré Gérard Bach, qui était un copain, Gérard Bach, qui était qui était le directeur de la FOA à l'époque, je te rappelle très bien, Pierrot. Et c'est secrétaire général. Et c'est lui qui est venu à Cherves, et qui est chez Alain, et il y avait la grand-mère Alain. Et il a dit à la grand-mère Alain, qu'est-ce que vous chantez quand vous étiez petite? Elle s'est mise à chanter. Et les parents d'Alain et Alain étaient suffoqués. Et tac, voilà comment les gens de Cherves se sont créés en 1971. Ils sont allés à un stage, évidemment, d'André, je vous nomme pas lequel, mais de danse, où on apprenait des danses. Et ils ont commencé à faire des danses. Mais Alain n'était pas un bon chercheur. Alors, il a tout de suite compris, il s'est orienté vers le moulin à vent, et puis la muséologie, plus, et il m'a dit, il faut que tu cherches. Alors, te voilà le magnétophone, démerde-toi. Bon, bah, tu prends le magnétophone. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer ma grand-mère, que je n'avais jamais entendu chanter. Et là, la grand-mère, phénoménale. Alors ça, c'était un déclic pour moi. J'ai pas rencontré que la grand-mère, j'ai rencontré rapidement Urbaine Junot, dans le nord enfin à loin, là, à la Guichardière. J'y suis allé plusieurs fois, oui. Extraordinaire. Et moi qui étais chanteur, c'était... Parce qu'en danse, je souffrais énormément. J'avais jamais dansé de ma vie. Et ben moi, mon gros problème, et c'est ce que je dis toujours, nous, c'est le gros problème de la danse, comprendre la danse quand t'as jamais dansé, eh ben mon vieux, faut être fort. Hein. Et j'ai bien mis 1 an et demi avant d'analyser certaines danses comme la Gottinelle qu'on voyait danser, que les gens nous expliquaient, et j'ai mis du temps à bien analyser ce genre de danse, par exemple. Voilà ma démarche, rapidement vue. Et donc ensuite, j'ai rencontré Marc Verdon, qui s'occupait du groupe Renaudot à Loudun, et qui... et là, on s'est dit, parce que très rapidement, les gens de Cherves, on est venus, la danse, voilà aussi comment ça s'est passé, on est venu, il y a eu une rencontre, il y avait des rencontres de tous les groupes, ça devait être en 71, et on est venu, et on a dansé qu'une polka, celle de la mère Meunier, justement, qui nous avait appris, et on vous voyait danser des super danses et tout, putain, on s'est dit, mais là, on était dans la plaine. Et la plaine, par rapport à chez Janie, par exemple, où on pratiquait encore l'avant-deux, la plaine, c'était une couche de feuilles.
il fallait lever la couche de feuilles. Hein. Autrement, vous n'aviez rien du tout. Et tout ce qu'on a recueilli, sauf les danses, enfin les danses d'après la guerre 14-18, mais toutes les danses anciennes, il a fallu gratter. Parce que c'était des danses qui étaient dansées par des gens beaucoup plus anciens que ceux qu'on rencontrait, sauf quelques éléments qu'avaient... On a eu la chance de rencontrer quelques éléments de 80 à 90 ans qui dansaient encore. Hein, alors là, ça a été extraordinaire. Et très vite, on a compris qu'il fallait filmer. On a énormément filmé. Et André, pour ça, nous a beaucoup aidé, parce qu'on n'avait pas de matériel. Et c'est sûr que les stages au stop, ça a été vraiment sensationnel. Je me rappelle, André nous passait une année, ça devait être en 74, au moins 80 bandes de films, 80 films de 3 minutes à 50 € la pièce. Hein. Enfin, ils étaient certainement moins cher, mais à 50 francs la pièce. Non, mais c'était cher. 50 francs, tu te rappelles? Donc, avec, je reviens, hein, excusez-moi à mes idées, mais je les ai bien en tête. Je rencontre donc Marc Verdon, et comme nous, on avait des réunions, on se voyait assez souvent. C'est là que Michel, justement, nous disait, à chaque réunion, on discutait de ce qui était trouvé, et Michel, il nous mettait, souvent aux réunions, il nous disait, oui, mais faites des recherches. Michel était bien pour ça, il nous structurait bien, il nous donnait des renseignements à chaque fin de réunion, je me rappelle, il nous disait, voyez ça, voyez ça. Et donc, on a organisé, dans toute la plaine norvienne, où il n'y avait eu aucune enquête, parce qu'on était vraiment norvienne, un peu de Sèvres, les bois, avant d'arriver en Gâtine. On faisait très attention parce qu'on savait qu'il y avait la belle-fille de Parthenay, c'était déjà bien structuré, on n'allait pas sur les plates-bandes des uns des autres, ça ne servait à rien. Et on a couvert donc tout le Norvienne, et on faisait des stages 2 fois l'année avec les gens de Loudun. Mais ce que je voudrais dire, c'est moi qui réécoute les bandes et qui relève, je finis, hein. Non, juste une précision. Quand tu parles de stage 2 fois l'année, là on n'est pas du tout dans les stages au stop. Si, février, vacances de février. Et nous on en faisait d'autres, à Cher, on organisait des individuels. Les associations. Oui, mais après mais février c'était vraiment le temps privilégié. Généralement, février c'était l'associatif. Pâques c'était la rencontre, on faisait un plus gros stage. Février c'était l'association, localement. Et ça. Et à Pâques, c'était l'université rurale de printemps. Indépendamment des vacances, février, parce que c'était aussi un moment, on était sûr de rencontrer un maximum de gens en raison Il y avait les vacances. et que les travaux des champs étaient pas trop accaparants. Non, et puis il n'y avait pas que ça, c'est que c'était des jeunes, c'était une dynamique de jeunes. Hein, voilà. Et ces jeunes étaient libres pendant ces vacances et ils venaient. Pendant les grandes vacances, il n'y avait pas de plus vacances difficile. à la Toussaint à l'époque. Il y aurait eu des vacances à la Toussaint, je pense. Ça aurait Et été puis un temps privilégié. les associations avaient des spectacles après l'été, beaucoup plus que l'hiver. Donc l'hiver était vraiment propice à ça. Et il faut dire qu'il y avait toujours un encadrement et des jeunes qu'on mettait aux enquêtes. Voilà. Alors ça avait un inconvénient, c'est que la plupart du temps les jeunes ils ne savaient pas comment s'y prendre, mais ils apprenaient comme ça. Ah oui, ça prenait sur le terrain. Et on avait tous un magnétophone, des petits magnétophones à cassette la plupart du temps. Alors ça faisait pas toujours des documents de bonne qualité, mais ce qui était important, c'était qu'on mettait en proximité des jeunes avec des anciens. Voilà. C'était ça le but. Pour revenir sur ce côté méthodique, juste dans les langues, est-ce que tu peux par contre nous préciser un petit peu le travail de collecte au niveau de l'association pour les gens? Alors ensuite, au niveau de l'association, et ça c'était, comme j'étais chargé de... Il y avait des gens qui s'occupaient à Cher, on s'est structuré très vite. Il y a eu l'aspect enquête. Alain était quelqu'un qui voyait très bien les choses, il a dit il faut qu'on fasse un musée, il y a eu le moulin. Alors donc il y avait les gens qui s'occupaient du moulin, les gens qui s'occupaient du musée et les gens qui s'occupaient des enquêtes. Moi je faisais que des enquêtes. Je partais, dans les années, c'est simple, j'ai acheté une R12 en 72, elle avait 120 000 km en 74. Pour vous dire, oui, parce que si on ratait l'enregistrement de Poitiers, moi j'habitais Poitiers, si je ratais l'enregistrement à Loudun, le soir même je retournais à Loudun voir le gars qui me remettait le truc dans la bande. Hein, je l'ai déjà fait plusieurs fois.
Et un peu foufou. Et en 1974, j'ai acheté une nouvelle R12, et en 76, j'ai revendu mes R12 à 120 000 km. J'ai fait 240 000 km en 4 ans. Quasiment tout pour... parce que quand on allait à Cher, c'était pour faire des enquêtes. Ouais, mais c'est vrai que c'est des anecdotes qui sont marrantes. Qui révèlent en tout cas la densité. On comprend pourquoi maintenant on a des heures de bande. Et l'enthousiasme. Oui, et l'enthousiasme. Surtout. Mais c'est vrai que, tous, vous avez eu des témoins phénoménaux, mais nous on a, c'est la famille Garnier. C'est des gens qui avaient enquêté dans leur famille, qui avaient ça dans la mémoire. Vous connaissez ça. Et tu allais les voir toutes les semaines, tu posais le magnéto sur la table, t'enregistrais, 2 heures après ils disaient c'est fini, tu prenais le magnéto, tu prenais ta petite goutte et tu repartais, et tu pouvais y aller, tu venais toutes les semaines, clac, et ils te parlaient de choses nouvelles, c'était... Et tout classé, tout machiné, oh putain, moi ça m'époustouflait ça. Ouais. À côté de ça, t'allais chez les gens, non, qu'est-ce que vous êtes, vous? Tu es dans une transition là remarquable sur... Est-ce qu'on fait une petite pause ou pas? Non, on n'a pas le temps. On enchaîne. Allez. Sur un petit peu ce que nous voulions comme deuxième temps de prise de parole qui approche plus l'objet en tant que tel, donc qui pouvaient être les personnes rencontrées et sur quel type de témoignages vous alliez les questionner ou quel type de témoignages elles avaient envie de donner. Comment vous avez géré un petit peu cette relation par rapport au contenu? Est-ce que les contenus ont toujours été les mêmes ou est-ce qu'ils ont évolué? Comment vous avez construit ce réseau de personnes nécessaires à rencontrer, peut-être éventuellement aussi comment vous avez procédé sur un plan technique, comment vous avez procédé aussi dans cet échange avec les gens sur un plan méthodologique. Est-ce que cette enquête était réfléchie avec un ordonnancement au niveau des thématiques, des questions voilà, plus cet aspect un petit peu centré sur l'objet, si tu veux. Pierrot, tu étais déjà lancé là, dans ce genre de propos. Bon, il est évident qu'au début, c'était le témoin qui menait la barque. C'est vrai, au départ... Il disait bien ce qu'il voulait. Il pouvait dire ce qu'il voulait. Bon, nous le truc, c'était vous chantez. Vous chantez... Chantez pas. Oh, déjà, c'était beaucoup moins intéressant. Il chantait pas. Il va pas nous dire grand-chose, lui. Alors, déjà, je me souviens effectivement de... Et on le regrette maintenant, si tu réécoutes un peu la bande, mais ça, c'est normal. Et petit à petit, moi, personnellement, comme j'avais dirigé ces stages, parce que André, il était extraordinaire pour ça, il venait à tous les stages. Il faisait tous les stages, hein, de la Charente Vendée. Lui, il a dû en dépenser des descentes. Et il faisait tous les stages, il passait au moins. Et bon, ben nous, on s'améliorait, puisque à Cher aussi, on a quand même eu quelque chose de bien, c'est qu'on relevait tout ce qu'on faisait. On a relevé intégralement tout ce qu'on faisait, tout de suite. Ça a été tout de suite. Les premiers documents d'ailleurs qui sont au Cerdo, tu as les cahiers exactement comme ça a été relevé, parce que je n'y ai pas touché, et on relevait. Donc on se rendait compte de l'évolution qu'il y avait à avoir, parce qu'il n'y avait pas que les chansons comme dit Maurice, et par exemple on peut regretter qu'on n'a pas assez fait d'enquête sur la guerre 14-18, mais ça c'est après, c'est entre autres. Mais on se rendait compte, et puis en plus dans les stages, quand les stagiaires étaient là, vous aviez 30 stagiaires, 30 jeunes, qui venaient, et certains pour draguer et tout, mais ils étaient pris dans le machin, donc voilà, normal. Et donc, dans les stages, on était obligé d'apporter des infos. Par exemple, quand on est allé vers Vouneuil-sous-Vienne, il y avait quand même la ligne acadienne. Donc on n'a pas trouvé grand-chose, mais... On a essayé de voir. Non, mais il y a eu quand même des musiques qui sont. Il y a autre chose. Qui sont quand même caractéristiques. Et tout ça, c'est important. Puis après, on s'est tourné
comme au niveau muséologie, ça a joué énormément à Cherves. Au niveau muséologie, on avait besoin de matière. Donc on s'est énormément intéressé à l'artisanat, donc on a fait des gros films sur des artisans. Par exemple, je vois un film sur un étameur, je sais pas, de 16 bobines, je crois. C'était un super film. Bon, ben, c'était intéressant, quoi. Je veux dire, donc on s'écartait, quoi. Donc ça nous est arrivé, je me rappelle, en 76, de faire, où là, André, on avait dit à André, on va mettre le paquet, il nous avait donné 80 bobines quand même, la jeunesse et sport, là, il nous avait quand même amené du matériel. Voilà. Donc, on agrandissait notre champ visuel et d'écoute au niveau des enquêtes et du monde rural, quoi. Ouais. Oui, sur les relevés, il y avait une méthode qui était donnée justement par Michel Vallière. Non, mais nous on avait mis une petite méthodologie en place. C'était Alain Meunier qui l'avait faite. Une petite méthodologie. C'était une méthodologie qui consistait... Mais avec une classification. Une classification des thématiques d'approche. Oui, c'est ça. Il faut regarder les premières bandes, et tout est versé au Cerdo. Vous verrez, il y a des cases, et c'était nous qui avions créé ces cases. D'accord. J'en ai encore malgré tout, sur les modèles qui vous avaient été donnés. Ah non, sur des modèles qu'on a créés. Qu'on a créés, mais qu'on a créés évidemment à l'école de Michel. Non, il y avait eu. On avait structuré, quand on avait créé, en 71, je me rappelle justement. Pour le stage de Pâques 71, c'était celui qui était à Cerizay, ça. Cerizay, je crois que c'était à Cerizay justement, c'était chez nous. Et on avait structuré avec André avant, et Michel. Oui, tout le monde faisait. Mais l'organisation et le questionnaire. Et là, du coup, c'est Michel. Mais alors, là, du coup, je pense que c'est aussi le fruit de tout le travail qui s'était fait au sein de la Ligue de l'enseignement à une époque. Je ne sais pas si tu le sais, Pierre. Mais il y avait, moi j'avais un questionnaire très précis qu'avait mis sur pied Michel. Je crois au départ Michel. Il partait à la fois des travaux de Van Gennep, et c'était quand même assez structuré. Mais je pense que ça avait été popularisé par la Ligue de l'enseignement quand même. Parce qu'il y avait quand même à la Ligue des gens comme Pierre-Jacques Elias. Et puis avant lui, il y avait eu Paul Delarue aussi. Oui, voilà, c'était des gens qui avaient structuré un petit peu quand même les modes d'enquête, quoi. Et ça, on avait, dès ces années-là, on avait quand même essayé de... Est-ce que vous aviez eu contact avec le questionnaire tel qu'il avait été pensé par les ATP, par exemple? Les ATP, je crois pas. Non, là, ça, franchement, je pense pas. Non. Peut-être Michel. Peut-être Michel. Certainement Michel. Je sais pas. À l'époque, pas sûr. C'était vraiment l'affiliation Lui, c'était plutôt Ligue, du côté universitaire. Et la section art et tradition populaire de la Ligue de du côté de la Bibliothèque nationale, la Phonothèque nationale. Non, la Phonothèque, c'est venu après. Et dans le questionnement. Mais ça s'est structuré comme ça dans le temps aussi. Il faut dire. Au début, c'était vraiment... Vous étiez vraiment dans un jeu questions-réponses, questions-réponses. Donc un entretien conduit par on avait, oui, puis on avait tellement de choses à demander. Quand ça tournait, tu avais tellement de choses à demander. C'était un guide. Ouais, c'était ça. C'était plus un guide. Parce que quand tu écoutes certaines bandes, de jeunes à qui tu as donné un questionnaire, quoi, parce qu'on donnait un questionnaire à ces stagiaires, on leur donnait un questionnaire, je dois en avoir encore chez moi si je regarde. Un questionnaire type. Des questionnaires type. Et voilà, à suivre ou pas. Mais eux, ils suivaient le questionnaire, et tu entends, et après. Et après cette question, et après. Ils disaient non, c'est pas ça. Oui, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Et alors, toujours dans le même ordre méthodologique, à côté donc, de ces trames de questionnaires, est-ce qu'il y avait des carnets où vous releviez éventuellement des minutages? Par contre, on avait systématisé l'usage des cahiers lors des stages. C'était clair, ça faisait partie des instructions qu'on donnait. Et ils ont été conservés. Il y avait des équipes hyper sérieuses. Mais comme dit Jean-Louis, qui a travaillé sur tous ces fonds, c'était plus ou moins aléatoire. Il y avait des gens qui étaient vraiment affûtés au thème, et donc du coup, forcément, ils
il y avait un sujet de prédilection à développer, mais il y avait des gens assidus qui effectivement relataient des éléments, des relations avec les gens. Donc il y avait des éléments complémentaires qui apparaissaient sur ces cahiers déjà, mais c'était du tout, ça pouvait être complètement différent d'une association à l'autre, d'un individu à l'autre, enfin, ou d'une équipe à l'autre. D'une équipe à l'autre. Et tout est lié, et tout était lié en fait à la formation de ces jeunes qui arrivaient. Ça. Et donc il y avait une subtilité là qui n'était pas toujours bien maîtrisée. C'est-à-dire effectivement un engagement et une rencontre auprès des anciens, ce qui était déjà beaucoup. Mais effectivement parfois, et c'est là où moi après j'ai pointé un petit peu mon nez, j'ai évoqué un certain nombre d'autres choses, parce que, enfin moi je l'évoquerai tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est ce que ça m'avait marqué ça. Du coup, moi je me rappelle que j'avais été faire un stage tout seul chez Michel Vallière, j'étais allé dans la région danoise avec une bicyclette, bien luère, et pendant une semaine j'hébergeais chez Michel Vallière. Ah, t'as fait ça? Oui, j'ai fait ça. Et en quelle année tu te rappelles? Ah non, j'ai pas la mémoire des dates moi, c'est terrible. Et je me rappelle que ça avait été super, et lui il insistait sur le fait, il me disait, Maurice, il faut que tu sois plus scientifique. Oui. Tu comprends? Parce que c'est bien beau d'interroger un vieillard, mais voilà quoi. Il faut que tu sois plus scientifique, plus rationnel, tu vois. Il faut que tu organises ton questionnaire. Enfin, bon. Moi j'arrive plus ou moins bien. Pardon? Le stage danois était en 69. Oui, mais c'était C'était en dehors du stage. Et je me rappelle plus si c'était avant. Je crois bien que c'était un peu avant. Enfin, j'avais vu Aimé Bosier, tous les... tu vois dans cette diversité là que vous pointez, ce plus thématique.